Messieurs, dames, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu en miniature, c'est un format versus. Alors versus quoi? Vous ne l'avez pas vu en miniature normalement, et si vous l'avez vu, c'est que j'ai été gentil, je vous l'ai mis. Les deux voitures sont en face. Donc là, j'ai envie de vous faire un versus qui va se passer en 2 épisodes. Déjà, vous le voyez, vous avez les 2 voitures que je vais essayer. Je vais vous expliquer pourquoi je mets ces deux-là en versus. Ce sont exactement les mêmes voitures. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais ce sont exactement les mêmes voitures. En fait, le principal, c'est de vous montrer, de vous expliquer pourquoi j'ai mis ces 2 voitures-là en versus, en comparatif. Parce qu'en fait, tout simplement, ce sont quasiment les 2 mêmes voitures. Tout simplement. Vous mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire. Je sens déjà, j'entends déjà les commentaires, je sens déjà jaser dans les commentaires. Ça va être très intéressant de vous lire dans les commentaires pour savoir ce que vous pensez de cette BMW série 3 E92 et de cette Laguna coupée, Laguna 3 coupée. Là, dans ce premier épisode, il y aura 2 épisodes. Ce premier épisode, je vous les montre. D'accord? On va parler motorisation, on va parler statique, on va parler intérieur, on va parler dimension. Il faut quand même aller dans la partie technique. Ce qui vous intéresse, si, à tout hasard, vous seriez intéressé soit par une E92, soit par une Laguna. En vrai, la question, c'est allemande, française. Est-ce que la française peut être au niveau de l'allemande? On va le voir au cours de ces 2 épisodes. Et le 2e épisode, ça sera vraiment plutôt après 500 km. D'accord? J'ai roulé avec déjà un petit peu, un tout petit peu. Et parce que là, le but, c'est pas d'aller dans la vie de tous les jours. La vie de tous les jours, ça sera dans le 2e épisode. Où là, on va vraiment aller dans l'essai complet de savoir combien ça consomme. Est-ce que c'est confortable? Est-ce que ça l'est trop, pas assez? Est-ce que c'est sportif, pas sportif? Parce que la vraie question, c'est quel coupé pour moins de 10 000 € en diesel? C'est exactement ces 2 modèles-là. Je pense qu'il est temps de commencer et d'aller dans le dur, dans le vif du sujet, messieurs, dames, dans le vif du sujet. Déjà, je vous écoute et je veux savoir tout de suite, là, maintenant, dès le début de la vidéo, évidemment, laquelle vous achèteriez, d'accord? On est sur un budget de 10 000 € et là, vous avez vraiment les deux. Évidemment, on parlera aussi de prix, de savoir laquelle coûte combien, laquelle est au prix. Et en plus, elles sont à vendre toutes les deux. Vous les avez dans la description, parce que l'idée, c'est surtout ça, c'est là où je pense, en tout cas, je vais essayer d'être le plus objectif possible, c'est que ces voitures-là, je les ai achetées. Et du coup, normalement, voilà, je dis ce que je veux, tu vois. Je fais ce que je veux, je dis ce que je veux, je peux rouler autant que je veux. Ce sont mes voitures, j'en fais ce que j'en veux. Il y aura certainement des problèmes, parce que les voitures, vous savez, il y a toujours des problèmes, malheureusement. J'ai beaucoup parlé, mais il était important de mettre en place, de vous expliquer le pourquoi, du comment. On va commencer tout de suite. On commence par quoi? Je pense qu'on va commencer par la BMW. C'est un peu, on va dire, la top 1. Et ça, c'est la outsider, d'accord? Ça, c'est la favorite. On va s'occuper d'abord de la favorite, côté extérieur, et après, on s'occupera de la Laguna 3. GT Fort Control, attention, je rigole pas. J'ai mis le haut du panier. Bon, je ne la présente plus. C'est peut-être, et certainement, d'ailleurs, c'est l'un des coupés les plus connus, on va dire, chez BMW. Sa ligne, on la connaît. Moi, j'ai une petite préférence pour... j'aime beaucoup les séries 3. J'en ai, d'ailleurs... celle que j'ai préférée, évidemment, c'est la 335i en Touring. Moi, je préfère la série 3 en E91. Donc celle-ci, E92, E93 cabriolet, elle existe en cabriolet, et en break E91 et en berline E90. D'accord? Tout un tas de motorisations. Je ne vais même pas vous faire la liste parce qu'il y en a tellement. Celle-ci, c'est un 320D, 4 cylindres, qui fait 177 chevaux, qui fait 10 chevaux fiscaux. Et c'est là, du coup, que vous vous dites, ah, mais attends... Il a mis quoi dans cette Laguna? C'est quelle motorisation? Vous allez le voir juste après. Je vous ai dit, c'est exactement la même. Celle-là a un tout petit peu moins de 200 000 km. Donc, ce sont, mais vraiment, celle-là, elle a un tout petit peu moins de 200 000 km. J'ai vraiment choisi, alors, je ne sais pas si j'ai fait le bon choix, mais en tout cas, j'ai choisi 2 coupés sportifs. Sportifs malheureux, 2 coupés diesel. Oui, coupé, parce que en général, coupé, ça veut dire sportif. Et bon, est-ce que coupé et sportif et diesel, ça va ensemble? Vous me le dites dans les commentaires, bien sûr. Bref, donc, motorisation 4 cylindres. Celle-ci, la BMW, fait 350 Nm de couple, ok. Je vous l'ai dit, elle fait 10 chevaux fiscaux, ça fait 177 chevaux. Que dire d'autre, mis à part voilà, que au niveau du moteur, il n'y a pas grand-chose à dire. On reviendra sur les aspects de fiabilité dans la 2e vidéo, justement, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Attention,
Pour ceux qui vont se moquer de Renault, niveau fiabilité sur ces moteurs 4 cylindres, hein, vous le connaissez, c'est le N47 si je dis pas de bêtises, on n'est pas ouf, mais on en reparlera. On va parler tout de suite des pneus, des pneumatiques. Hein. Là, vous êtes sur du 17. L'important, c'est évidemment de comparer toujours. Hein. 17 225, 45, 17, et je crois que c'est les mêmes à l'arrière. Souvent, les BMW, vous le savez, n'ont pas les mêmes pneus, donc c'est exactement les mêmes à l'arrière. Et bien sûr, il y a quand même une grosse différence entre les deux, c'est que la BMW est évidemment une propulsion, alors que la Laguna, évidemment, est une traction, mais elle a un petit aspect technique qui diffère de certaines Laguna, c'est qu'elle a le fort contrôle, et on va en parler aussi juste après. Mais revenons à nos moutons. 320D, donc 320D, que dire? Vous la connaissez, celle-là, elle a le toit ouvrant. Je vous l'ai dit, hein, la voiture est en vente, si vous êtes intéressé. L'idée, c'est de faire des comparatifs, donc tant qu'à faire, voilà, si vous voulez une voiture, elles sont là, elles sont en vente, c'est magnifique. À l'époque, cette 320D coûtait 45 000 € en pack luxe, la même motorisation, le 320D, ok. Alors que la Laguna, elle coûtait 40 750 €. Par contre, pareil, dans cette version-là, on va en parler. Si on en parlait tout de suite de la Laguna. Allez, on va commencer à parler de la Laguna, parce que sinon vous allez me dire, bon ça va, la BM on a compris. C'est une Laguna, donc 3 coupée GT, donc c'est la version haut de gamme, hein, on peut dire, en version 2 litres DCI, très connu ce moteur, en 180 chevaux, d'accord. Et évidemment en fort contrôle. Donc du coup, je rebondis là-dessus pour vous dire qu'elle coûtait 40 750 € à l'époque. Donc la 320D était plus chère de 5 000 € que la Laguna. À l'époque, hein, évidemment, ce sont deux modèles similaires. Ça ne veut rien dire ce que j'ai dit, mais ce sont les mêmes. 2010 les deux, 10 chevaux fiscaux les deux, à 3 chevaux près, 180, 177, 4 cylindres. Grosse différence, propulsion pour évidemment la 320, mais par contre fort contrôle sur la Laguna. C'est là que c'était intéressant d'aller prendre ce moteur-là. Boîte manuelle, grosse différence, il est vrai, et boîte automatique pour la 320D. Parce qu'ils ont fait beaucoup de 320D en boîte automatique. Repassons à la Laguna. Donc je vous l'ai dit, il y a quand même une chose très importante à dire, c'est que c'est une fort contrôle. Le fort contrôle, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les roues arrière directrices, d'accord. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que, je vous mettrai de toute façon des petits visuels à l'écran, bien entendu, c'est que en fait, les roues arrière donc tournent. En dessous de 60 km/h, je vous mettrai une petite vidéo ou un petit dessin, en dessous de 60 km/h, donc les roues tournent dans le contresens, d'accord. Donc celle-là va tourner à gauche, celle-là à droite, je ne sais pas si je m'exprime bien. Pour faciliter le rayon de braquage, j'ai fait des tests, vous verrez que c'est pas... Alors, en tout cas, ça saute pas aux yeux, mais on en parlera dans la deuxième partie de la vidéo, enfin dans la deuxième vidéo. Et au-dessus de 60, elle tourne dans le même sens, et là c'est vrai que quand elle tourne dans le même sens, au-dessus de 60, tu sens vraiment que tu es sur un TGV, quoi. Elle ne bouge pas, ça c'est vrai. Il y a d'autres choses qui me plaisent moins dans la conduite de la Laguna 3, mais on en parlera plus tard. Peut-être d'ailleurs dû en forte partie à ce fort contrôle qui du coup, c'est fort contrôle, t'es fort en contrôle, je trouve qu'elle a des sensations un petit peu bizarres. Bref, continuons du coup sur cette Laguna. Donc je vous l'ai dit, 180 chevaux, quand je vous ai dit que c'était deux modèles qui sont vraiment similaires, c'est vraiment similaire. Je trouvais ça super intéressant de mettre la 320D E92, qui est une voiture que tout le monde connaît, contre la Laguna 3 que tout le monde connaît, un petit peu moins quand même en version coupée, il n'y en a pas beaucoup, et évidemment beaucoup plus en Laguna 3 standard, qui existe aussi d'ailleurs avec ce 180 chevaux. D'ailleurs la Laguna 3 existe donc en 2 litres DCI, 150 chevaux et 180 chevaux, d'accord. Le 180 chevaux n'existe qu'en boîte manuelle. C'est plutôt pas mal parce qu'on sait que les boîtes auto de cette époque-là, c'est pas super et elle existe en boîte auto et en boîte manuelle sur le 150 chevaux. Il y a beaucoup d'ailleurs de Laguna 3 coupée en 150 chevaux. Celle-ci, c'est bien une 180 chevaux, ok. C'est vraiment le but, c'était de comparer les deux, et je trouve que la comparaison est très sympathique parce qu'on est vraiment sur deux modèles qui sont d'aspect technique. Alors, pas forcément complètement pareil, parce qu'il y a quand même une propulsion, une traction, les moteurs sont pas dans le même sens, on n'est pas du tout sur la même philosophie de conduite
et de, comment dire, et même de philosophie de conduite, de sportivité entre guillemets. Mais ça reste quand même, je trouve, très intéressant. Alors, ouais, c'est vous qui allez me le dire, hein, si c'est intéressant, vous me le direz dans la vidéo. Et évidemment, n'hésitez pas à, je pense qu'il va être en plus temps d'en parler, de parler vraiment côté esthétique. Donc côté esthétique qui est évidemment forcément pas du tout objectif. Ça ne sera que mon avis, sachant quand même que j'ai eu 3 Laguna 2 en plus, hein, c'est pas les plus faciles les Laguna 2, mais j'en ai eu 3, une essence, un 1,9 litre DCI et un 2 litres DCI bleu, si je retrouve des photos je vous les mettrai, bleu en break, en GT qui était super sympa. Ce moteur là, on a beau dire, le moteur est, voilà, franchement il fonctionne bien, il est coupleux. D'ailleurs je ne vous l'ai pas dit, mais donc 180 chevaux et il fait 400 Nm de couple, il fait 10 chevaux fiscaux aussi, donc il fait quand même 50 Nm de plus que la 320D qui est ici, qui en fait 350. Et il est vrai que, bon, on en reparlera, mais il est vrai que ça se ressent un petit peu quand même, la différence. Je trouve que la Laguna est très coupleuse. De toute façon, ceux qui ont eu ce moteur-là vous diront que ce sont des moteurs qui sont très sympathiques à conduire et qui sont a priori fiables. J'ai eu quelques déboires, mais on en reparlera justement dans la deuxième vidéo. Attention, la 320D a ses déboires aussi, j'en ai pas eu sur celle-là, mais oula, il y en a un paquet qui en ont eu. Bon, maintenant, il faut qu'on parle de la partie esthétique, et c'est là que ça va vite commenter dans l'espace commentaire en dessous de la vidéo. N'hésitez pas, bien entendu, à dire ce que vous pensez. Déjà, quel modèle vous achèteriez, pourquoi, comment, avec quel argent. Alors, on peut peut-être faire un point finance, d'ailleurs. Tiens, c'est intéressant, ça. Ici, moins de 200 000 km, donc pack luxe, donc pas de pack M. Putain, il faut que je vous parle aussi de ça. Ça, c'est très important. Et je vais vous en parler tout de suite. On reparle du prix après. Ou allez, on finit avec le prix. On est entre 7 et 8 000 euros et on est entre facile 9-10 parce que des 92, il n'y en a pas beaucoup et ça se vend très très vite. Donc on est, on va dire à 10, moi je l'ai mis à 10 et celle-ci est à 8, d'accord. Vous pouvez en trouver moins cher évidemment, mais on est dans ces prix-là, d'accord, entre 7 et 8 et entre 9 et 10. Il y a quand même une petite différence qui n'est pas non plus énorme, mais il y a une petite différence. Ce que je voulais absolument vous parler, et là c'est très important pour le comparatif, c'est que ici, vous avez un pack luxe, d'accord? Donc vous n'avez pas du tout le haut du panier. Alors, quand même, hein, vous avez un intérieur cuir. En plus, là, c'est un intérieur cuir beige. Donc c'est quand même assez sympa. Mais vous n'êtes pas sur le pack M, d'accord? Donc, le prix est quand même moindre que si elle avait évidemment un pack M. Parce que avec le pack M intérieur et extérieur, les prix, ils explosent. Hein. Sur le 92, les gens aiment beaucoup, même en 320D. Alors que celle-ci, n'en déplaise à son logo qui a été tuné hein, en noir, qui a été magnifiquement peint avec du plastique dip ou un truc dans ce genre, connerie dans ce genre. Celle-ci, c'est la version haut de gamme, hein, d'accord? Le GT, c'est avec l'initiale, c'est vraiment la version haut de gamme. Donc jante en 18 pouces, c'est vrai que je vous en ai pas parlé. 225 45 18, alors que la 320D, c'est du 225 45, mais en 17. D'accord? Et c'est les mêmes à l'avant et à l'arrière, bien entendu. Donc celle-ci, c'est vraiment le haut de gamme, d'accord? Le Fort Control, les jantes en 18, les petits fanions un petit peu partout, les petits logos avec du rouge, intérieur cuir, alors que finalement la 320D, c'est entre guillemets, c'est pas ce que pouvait faire de mieux BMW, alors que Renault là, c'est ce qu'il pouvait faire de mieux. Donc il ne faut pas oublier que celle-ci vaut peut-être entre 7 et 8 et celle-ci entre 9 et 10, mais si vous ajoutez le full option, le pack M et tout sur celle-ci, là vous êtes plus à 12 000 euros. Et là, du coup, bah, vous restez quand même à 7 ou 8 000 euros. C'est vrai que j'aurais pu, les mauvaises langues diront que j'aurais pu prendre un pack M, mais aller trouver un pack M, c'est compliqué de trouver un pack M en E92 abordable. Et j'ai fait évidemment avec cette voiture qu'on avait. C'est vraiment, en fait, l'idée elle est venue de cette voiture, parce que ça fait un moment qu'on l'a, parce qu'on a eu des bricoles à faire dessus. Et je me suis demandé vraiment laquelle je mettrais en face de celle-ci. En France, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, il y en a d'autres. Hein. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire si vous avez des idées d'autres versus comme ça, un petit peu monsieur tout le monde, et puis même d'ailleurs un peu sympa, ça peut toujours être, c'est toujours sympathique à faire, même si bon, faut payer les bagnoles, mais c'est pas grave. L'idée c'est vraiment de faire un versus
et de parler de ces voitures, de ces deux voitures. C'est vraiment ce qui est intéressant de voir entre deux pays, entre deux constructeurs, ce que tu avais l'un en face de l'autre. Et c'est vrai que on n'a pas du tout les mêmes choses, hein. Bon, il faut maintenant parler du côté esthétique. Alors c'est difficile, moi je vais vous donner mon avis, évidemment, en essayant, attention, d'être objectif. Je ne serai pas là à vous dire que je suis le mec le plus objectif. Du coup, j'ai eu quand même des BMW que j'ai eu ou pas, ou que j'ai eu au garage. Et j'ai eu personnellement, à l'époque, avant d'avoir le garage, donc des voitures personnelles, j'ai eu des Renault. Parce que comme tout le monde, il faut avoir les moyens, hein, il n'y a pas photo, pour avoir une BMW, d'accord? J'allais dire, même au niveau de l'entretien, sachant que là c'est sur un fort contrôle, donc forcément qui dit fort contrôle dit des axes à l'arrière qui tournent, des rotules, des roulements, enfin bon, des roulements il y en a toujours, mais ça fait peut-être un coût d'entretien qui est un petit peu plus élevé. Mais c'est vrai que bon, voilà, quand tu n'as pas forcément les moyens, tu achètes plutôt une Renault. C'est pas être méchant parce que, écoutez, j'ai eu des Renault, j'ai eu à une époque pas du tout les moyens d'acheter une BMW. Donc voilà, vraiment, c'est pas du tout négatif, c'est pas du tout péjoratif envers ceux qui achètent des Renault. Parce qu'en plus, ce sont des voitures qui font, mais alors, parfaitement le job, d'accord? Parfaitement le job. Pareil, on en reparlera dans le deuxième épisode du confort, de la conduite, de tout ce qu'elles peuvent apporter toutes les deux. Côté esthétique, donc, parce que c'est ça la question. BMW E92, on va dire que c'est, on connaît. Voilà, il n'y a pas de prise de risque, entre guillemets. C'est de l'allemande, encore plus à l'intérieur, parce qu'évidemment, après, on va aller se faire l'intérieur, bien sûr. Mais il n'y a pas de prise de risque, même si ce sont, on va pas se mentir, c'est un très beau modèle. La Laguna, c'est un petit peu plus, comment dire, moi vraiment, autant la Laguna, la berline, elle me choque pas, d'accord? Je la trouve sympa. Alors beaucoup diront qu'à l'arrière de celle-ci, on peut en parler, hein, de la Laguna 3 coupée, 2 sorties d'échappement quand même, hein. On va dire que le cul, voilà, c'est ce que je préfère. Cette phrase est superbe. Le cul de la Laguna est très sympa. C'est vrai que le seul problème, c'est qu'il est trop haut. Quand vous regardez par rapport à la 320D qui est vraiment basse, ça c'est BMW, hein, c'est le côté un petit peu sport qu'ils ont dans tous leurs modèles, c'est que c'est vraiment bas. Celle-ci, voilà, c'est ce qui lui manque, c'est d'être un petit peu plus bas à l'arrière, d'avoir le cul moins rehaussé, moins bobé. Et après, moi, j'ai du mal avec le trait ici, tu sais, vraiment tout droit, alors que là-bas, il est arrondi sur la 320D. J'ai un petit peu de mal. Le profil est moins joli, d'accord? Je trouve qu'elle est beaucoup trop haute. Et là, on a vraiment... pourtant, il y a quelque chose, hein. Il se passe un truc, mais je trouve qu'elle a une tête de je sais pas, de baleine, je sais pas, elle a une énorme bouche. Dites-moi comment vous la représentez, vous. J'arrive pas à mettre des mots dessus, mais je suis vraiment pas fan de l'avant. Enfin, c'est difficile à dire parce qu'elle n'est pas horrible, en vrai. Elle n'est pas horrible. Mais je sais pas, il y a une faute. Il y a une faute de goût. Je ne sais pas où, mais il y a une faute de goût. Déjà, on voit les feux qui ont été polichés une fois déjà, à mon avis, parce qu'ils ont un petit peu jauni. Et je ne vais pas vous mentir, celle-là, on les a fait policher. Donc les deux, c'est pareil, hein, il n'y a pas un plus ou un moins. Peut-être la grosse calandre, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Alors que la 320D, elle est plus simple, plus jolie, plus esthétique. Je ne sais pas, en vrai, je ne sais pas. C'est une question de goût, hein. Donc c'est difficile de... Je ne peux pas juger du truc réellement, vu que c'est principalement une question de goût. Les jantes, le dessin des jantes sur la 320D est vraiment basique, hein. En plus, celle-ci, c'est les jantes qu'on retrouve souvent chez BM. Alors que la Laguna, je crois que ces jantes-là étaient sur les Laguna 2, ou en tout cas, elles y ressemblaient beaucoup. Et vous avez bien sûr là-dessus, hein, comment on appelle ça, les valves électroniques. Sur ces modèles de Renault, hein, parce que là-dessus, donc évidemment, vous avez les valves électroniques, vous avez la clé, vous savez, la clé plate comme sur les Mégane et comme sur d'ailleurs toutes les Laguna. Ce que je voulais dire aussi, c'est que le Fort Control, donc il existe sur les Mégane, il existe les Mégane 3, il existe maintenant sur les nouveaux modèles, hein. Je crois que les derniers modèles qui sortent, les hauts de gamme, ils ont le Fort Control aussi. 2 sorties d'échappement pour la Laguna 3,
C'est important de le dire parce que c'est pas souvent qu'on a des doubles sorties d'échappement, d'ailleurs sur n'importe quel véhicule, encore plus sur des françaises. Ok, alors ce sont des vrais, hein, à l'époque on faisait des vraies sorties d'échappement, alors que sur la 320D, vous avez une seule sortie d'échappement, d'accord. Comment on reconnaît, parce qu'à cette époque-là, je crois qu'on peut les reconnaître comme ça, à partir du 320D, donc après le 320D, donc l'autre, je vais y arriver, le 320D c'est une mono sortie et le 325, 330 ce sont des doubles sorties, il me semble. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Coffre, si on faisait le coffre, parce que c'est quand même intéressant d'avoir la taille du coffre. Alors c'est une malle, mais comme toutes les malles, c'est quand même sacrément grand. Je vous mettrai la taille exacte sur la vidéo. Vous pouvez en plus, clic, tirer pour baisser les sièges, ça c'est bien. C'est toujours bien d'avoir la possibilité de baisser les sièges quand on a un coupé, quand on veut mettre voilà, un morceau de bois ou quelque chose comme ça. Alors que dans la Mégane, malheureux, la Laguna, elle est jolie, il y a quelque chose derrière. C'est vrai qu'il y a quelque chose derrière. Le petit bouton, il est ici pour ouvrir. Waouh! Et là, l'ouverture est un peu plus petite. Il est vrai. Vous avez le système Bose, parce qu'elle a le système Bose, donc vous voyez le sub, l'ampli et tout. Mais par contre, si, alors... ah ben si, c'est là. Vous voyez, j'avais même pas vu. Je vous avouerai que j'ai pas fait 50 000 tours dans le coffre. On peut aussi baisser les sièges, donc ça c'est cool. Et là, comme d'habitude, il y a même un filtre à gasoil déjà, c'est intéressant. Il n'y a pas de roue de secours, mais ça on a l'habitude maintenant. Je remets mon micro, tac. Et puis voilà, c'est vrai que c'est foutu bizarrement avec c'est vraiment foutu bizarrement. Renault, ils font toujours des voitures bizarres. Mais il y a une prise de risque. Et oui, c'est ce qu'il faut dire. C'est ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a une prise de risque. Je pense qu'il est temps maintenant d'aller à l'intérieur de ces voitures pour voir ce que nous propose BMW, évidemment, qu'on connaît, et cette Laguna 3. On fait une petite pause dans cette vidéo. Bien entendu, vous le savez, vous imaginez bien que quand j'ai acheté ces deux voitures, j'ai évidemment fait un quart vertical. Quart vertical, vous le savez, vous mettez le numéro de plaque d'immatriculation juste en haut ou même le VIN. Alors attention, ce n'est pas ma série 3, c'est une autre série 3 E92. Regardez, le kilométrage a été bidouillé et elle a eu un accident apparemment. On voit déjà qu'elle vient d'Italie, c'est toujours mauvais signe. Ensuite, elle est passée en Pologne, c'est encore plus mauvais signe. Et enfin, elle est arrivée en France en 2021. Et on arrive au kilométrage, et bon, bah là, on peut constater qu'il a une belle courbe, mais il y a quand même une espèce de petite montagne qui monte en l'espace d'un an de 2016 à 2017 de 84 000 à 233 000 km pour redescendre en 2017 à 121 573 km et du coup retrouver finalement une courbe tout à fait normale. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a fait ses 150 000 km en l'espace d'un an, un petit peu plus. Et du coup, comme elle a fait les kilomètres très vite, la voiture a dû rester très propre. Donc en fait, il a juste suffi de baisser le kilométrage et à mon avis, on n'y voyait que du feu. Et d'ailleurs, peut-être qu'avec les photos, voilà. Vous voyez, par exemple, on voit que la voiture est clean, vraiment très très clean, parce qu'en plus elle a été accidentée, donc elle a été complètement refaite. Bon bah là, pour se faire avoir, hein, il y a pas mieux, hein, je veux dire, là c'est le top du top pour se faire avoir. Donc bien entendu, vous avez un lien dans la description, un code promo, utilisez absolument quart vertical avant tout achat de voiture. Est-ce qu'il va me faire le focus, Michel? Tu me fais le focus, Michel, hein? Bon, alors à l'intérieur, je vais essayer de me reculer au max. Voilà, impeccable. Bon, on est évidemment dans une BMW de ces années-là. Donc pareil, hein, on va faire vraiment le complet. Je commence tout de suite par le toit ouvrant. Hop, avec le pare-soleil manuel. Et puis après, évidemment, vous pouvez l'ouvrir soit complètement ou soit juste relever l'arrière pour que, hop, il y a un petit peu d'air qui passe. C'est la position qui ne sert à rien. Mais ça donne un aileron à l'arrière de la voiture, c'est magnifique. Regardez ces petits trucs bien chiants. Alors ça, vous inquiétez pas, ça tombe en rade tous les 4 matins. C'est censé attraper la ceinture. Alors, dans l'idée, ça sert. Ça évite d'aller chercher la ceinture loin. Mais je crois que ça tombe en panne souvent. Et ça marche une fois sur 15. Et ça fait un bruit pas possible. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Il y en a évidemment de l'autre côté aussi. Vous remarquerez ce beige immaculé.
Je pense ne pas dire de conneries en disant que les cuirs BM, s'ils sont à minimum entretenus, ils ne bougent pas. Franchement, l'intérieur, il est clinique. Elle a combien de kilomètres celle-ci? 195 000 kilomètres. Ensuite, frein à main manuel. On a là-dessous l'auxiliaire et le Bluetooth et un 12 volts parce que évidemment on a le Bluetooth mais seulement pour le téléphone, pas pour la musique. Hein, d'accord, à ces époques-là, on voit pas grand-chose. À ces époques-là encore, on ne l'avait pas, donc il n'y avait que le Bluetooth téléphone. Donc frein à main manuel. On a évidemment pour baisser et pour reculer, avancer le dossier. On peut aussi régler l'assise en, vous voyez, en bascule. Hop là, ça c'est pas mal. Et de l'autre côté, avancer et reculer, bien entendu. Je me remets un petit peu bien. Hop. Je suis en plein essai, comme si la voiture était neuve. Mais je trouve que c'est intéressant de vous montrer ce genre de choses. Il y a énormément de gens qui achètent des voitures d'occasion. Et c'est vrai que des essais après coup, après des années, des comparatifs, il n'y en a pas. Alors que j'aurais aimé avoir ce genre de comparatif. J'aimerais avoir ce genre de comparatif sur des voitures qui sont similaires. Ou même j'aimerais bien faire des comparatifs sur des véhicules qui sont soit les mêmes modèles mais avec des années différentes. Ça peut être vraiment cool. Ou alors carrément, par exemple, Golf GTI, Golf 6 GTI, Golf 6 GTD, tu vois, un peu la même envie, mais pas la même passion, comme dirait l'autre. Bref, continuons, retournons à nos moutons. Donc, tout ce qui est menu du GPS, c'est ici. Donc, c'est plutôt bien foutu. Pour l'âge qu'il a, le GPS, franchement, je trouve que c'est vraiment pas mal. Hein. Donc, vous avez la radio, évidemment. Vous avez le CD, bien sûr, hein, lecteur CD. Vous avez aussi un disque dur, en fait, interne dedans. Donc vous pouvez mettre des MP3 dedans, donc ça c'est pas mal, même si vous n'avez pas le Bluetooth, bon c'est un peu chiant. Hein. L'avantage c'est que là, avec le petit jack et le petit Bluetooth, vous avez des petits systèmes que je vous mettrai à l'écran qui peuvent se brancher en auxiliaire. Vous le branchez et en fait l'USB attrape le Bluetooth de votre téléphone, le renvoie dans l'auxiliaire et là du coup vous vous mettez en mode auxiliaire. Alors ça marche sur les BM, ça marche sur d'autres modèles aussi, hein, évidemment. Donc la navigation, je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors peut-être le détail que les gens aiment moins sur les BM, c'est les boiseries, d'accord. Sur celles-ci, elles sont quand même foncées, donc ça va. Et puis ça va bien avec le beige, je trouve. Ça fait vraiment classe. Donc CD, la clim, chose importante, moi qui m'exaspère souvent. Là, c'est bien parce que vous avez la possibilité de mettre de régler les deux chauffages en même temps. C'est la bizone, mais souvent vous n'avez pas le bouton pour mettre les deux en même temps. C'est-à-dire que quand vous réglez à gauche, il faut aussi régler à droite. Et là, c'est chiant. Donc là, vous pouvez, et ça vous met les deux ensemble et vous réglez qu'un seul bouton. Quand vous voulez régler la température, il faut faire gna et gna, c'est un peu chiant. Bon, je dis ça, c'est peut-être que moi, mais c'est vraiment relou. Boîte automatique, ZF, 6 rapports, on ne les explique plus, on ne les présente plus pour l'époque et encore aujourd'hui, et c'est ça qui est fou, c'est que ce sont des super boîtes. Fiabilité, on en parlera dans le deuxième épisode. Et puis aussi au niveau des entretiens. Mode sport, hein, donc vous pouvez vous mettre en mode sport, c'est-à-dire vous tirez un peu le levier et là, je vais y arriver, vous montez plus vite, plus haut dans les tours, hein, bien entendu. Consommation, c'est pareil, on en parlera, mais là-dessus, c'est incroyable de consommation. Le petit cache, le cendrier, parce qu'à l'époque, on fumait des clopes. On en fume toujours aujourd'hui, d'ailleurs. Ventilation, le bouton ESP, donc DTC, c'est pour enlever les aides à la conduite. On n'oublie pas que c'est une propulsion, bien sûr. Ouverture centralisée. La clé, la clé, vous la rentrez dedans. Il n'y a pas de mince, comment on dit déjà? Vous savez, vous posez la clé, puis ça démarre, vous la laissez dans la poche. Ça n'existe pas à cette époque-là sur les BM. Enfin, en tout cas, sur ce modèle-là, attention, je parle de ce modèle-là. Et le bouton Start and Stop. Ensuite, tout est beige, hein, donc même les tapis. Donc forcément, c'est un petit peu risqué parce que ça peut se salir très vite. Le volant cuir, très sympathique, tient bien en main. Les commandes au volant ici et ici, donc ça c'est pas mal. Elle a l'effet automatique régulateur de vitesse, elle n'a pas le limiteur. Les BM ont très rarement le limiteur, en tout cas sur ces époques-là. Et au niveau du compteur, écoutez, moi j'aime bien parce que c'est sobre, d'accord. C'est de l'allemand, c'est sobre, c'est efficace. La seule problématique que j'ai sur ces compteurs, donc vous avez le compte tour, la jauge, la consommation instantanée ici, et non, le compte tour était ici d'ailleurs, et le compteur kilométrique. Ici vous avez, hop, donc ce qui vous reste à faire comme kilomètre. Ça, c'est la moyenne. Ça, c'est la conso. Alors, vous y fiez pas.
Parce que là, je fais que de la ville. Et ça, donc le kilométrage et la distance évidemment parcourue. Et le problème de ces compteurs, vous savez ce que c'est? Eh bien, c'est qu'il n'y a pas de jauge de température. Donc tu ne sais pas à quel moment ton moteur est chaud, à quel moment tu peux tirer dedans, entre guillemets. Et c'est un peu, je trouve, ennuyeux. Vitre électrique, évidemment là-bas pour ouvrir le capot. Et la prise OBD qui est ici, en dessous. Les feux automatiques, je vous l'ai dit. Je pense qu'on va aller se mettre... j'ai pensé d'ailleurs, donc je suis un peu en premier format, hein, donc il se peut que j'oublie des trucs. On va après, il faut que j'y pense, on va aller ouvrir le capot. Comme ça, on va voir ce qu'il y a sous le capot, ça c'est intéressant. Et on va aussi surtout, comme c'est un coupé, mais c'est un coupé, mais il y a quand même de la place derrière, enfin, censé avoir de la place derrière, on va s'installer derrière pour voir ce que ça donne. Et vous voyez, lui, il sort encore. Donc là, c'est très simple. On tire la languette, ça pousse, il va me pleuvoir dessus, mon copain. Et là, on a vraiment beaucoup d'espace pour rentrer, hein. Je ne sais pas si vous voyez. Hop, tac, et on s'assoit tranquillement. Sièges qui sont quand même assez raides, mais ça va, c'est confortable, tu es bien assis. En tout cas, la position est bonne. Je fais 1m76, donc il ne faut pas être vraiment beaucoup plus grand. Un petit accoudoir, la petite enceinte, on est pas mal assis. Il y a évidemment l'accoudoir central aussi. Non, franchement, on est vraiment bien. On est pas mal, hein. On est pas mal. Et si je... Alors par contre, j'étais vraiment... Ouais, bon là, je m'étais reculé au max. Évidemment que j'ai pas la place, mais normalement, il y a quand même beaucoup plus de place. Le petit cendrier, plein de poussière. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a la ventilation ici. Vous pouvez régler, il y a le defrost comme à l'avant. Vous savez, ça en fait... Mais ça vous permet en fait, juste avec ce petit bouton, d'avoir de l'air chaud ou de l'air froid. D'accord? Et de le fermer, la ventilation, et de l'ouvrir. Souvent, vous avez juste la ventilation et vous tapez le chauffage de celui de devant. Ok? Et sinon, bah voilà, pareil, hein, c'est immaculé, franchement, c'est vraiment un truc de fou. Il y a les isofix, c'est important aussi de le savoir. Un petit espace ici et encore un petit espace ici. Bon, franchement, c'est pas dégueu, hein. Et ce beige, hein, je le répète, mais ce beige, il te donne une gueule à la bagnole. Putain, tu prends 30% de gain en plus quand tu la revends, quoi. Non, c'est vrai, hein, je trouve que ça, c'est vraiment, ça a de la gueule. Il y en a qui n'aiment pas, mais c'est pas forcément très facile entre guillemets, à utiliser tous les jours parce que c'est salissant, mais putain, ça a de la gueule, hein. Ça, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Ouverture du capot. Sur celle-ci, il n'est pas dans la calandre. Hop là. Évidemment, des vérins. Et donc, bah voilà, le 4 cylindres en forcément longitudinal, si je ne dis pas de bêtises, hein. C'est ça, c'est le mot, hein. Donc, dans ce sens-là, après, vous avez la transmission qui va à l'arrière, le pont, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que il y a de la place, parce que ces moteurs-là, dans ces voitures-là, on peut rentrer des 6 cylindres et même un petit V8. Vous avez le FAP, on voit le turbo, on voit tout le système de GR, si je ne dis pas de bêtises. Il y a de l'espace pour faire des bricoles, ça c'est plutôt pas mal. C'est intéressant aussi de savoir ce qu'il en est. Donc filtre de clim ici, filtre à air, d'accord, liquide lave-glace, liquide refroidissement. Et puis c'est tout. C'est vrai qu'il y a énormément de place, hein. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a beaucoup de place sur ces 320D à l'intérieur, parce que je vous le dis, sur la M3, forcément 92 ou c'est tout d'ailleurs, faut rentrer le V8 dedans. Et puis même évidemment il y a tous les 6 cylindres. Donc l'avantage c'est ça, c'est que l'avantage c'est qu'il y a de la place. Alors évidemment, comme sur tous les coupés, quand vous ouvrez la porte, il faut ouvrir déjà la voiture, c'est mieux. Et bien, hop, la petite vitre descend un petit peu, parce que comme vous n'avez pas de montant, il faut vraiment que ça jointe, et après, hop, ça remonte tout seul. Ok? Et comme sur toutes les allemandes aussi, je ne sais pas si la Laguna le fait, quand vous laissez appuyer pour ouvrir, normalement, voilà, ça baisse. Et quand vous fermez, ça fait la même chose. Et si vous avez oublié de fermer le toit ouvrant, eh bien ça ferme le toit ouvrant. Et ça, c'est plutôt cool. Là. Il était là. Donc évidemment, là, pas de vérin. Bon, alors c'est emmerdant, parce que pour tenir la caméra en même temps, c'est pas simple. Pas de vérin, il est là. Je sens que je vais me prendre une saucée. Ah oui, ça y est, ça commence. Oh putain. La saucée arrive. On va finir rapidement, on fera l'intérieur juste après. Donc, transversale, 4 cylindres, je vous l'ai dit, 180 chevaux. Batterie, d'ailleurs je ne vous l'ai pas dit, la batterie est dans le coffre, hein, sur les BM. Filtre à air, bloc fusible.
Liquide de refroidissement, liquide de frein, liquide lave-glace. Et là, il y a quand même déjà un peu moins de place, hein, évidemment, parce que c'est un transversal. Donc, bah, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de place. Le turbo est derrière là-dessus. Donc, quand il y a des problèmes de turbo, c'est un peu la merde. Le FAP est aussi derrière, parce qu'il y a un FAP dessus. Je vais vite parce qu'il pleut. 2 litres DCI. Et comme il pleut, bah, je vais en prendre plein la nif. Donc, on se retrouve tout de suite. On fait l'intérieur. Je me suis mis en position plutôt pas mal, normalement. Normalement, j'ai laissé le moteur allumé pour qu'on voit bien tous les trucs. Bon, alors, ah, mon téléphone. Bon, position de conduite. Déjà, tu es beaucoup plus haut, d'accord? Beaucoup plus haut que sur la 320. Donc, tu montes et tu descends avec la pompe, pas ouf. La molette, ça, c'est les molettes pour les dossiers. J'aime pas ça. Je trouve que c'est difficile à utiliser. Enfin, entre guillemets, attention. Hein. Et ça, c'est pour avancer et pour reculer. Donc là, on n'est pas dans la même position de conduite. C'est vrai que je ne vous l'ai pas dit sur la BM, mais la BM, les sièges ne sont pas forcément très enveloppants. Alors que là, c'est un bon point pour la Laguna, c'est qu'elles sont quand même bien plus enveloppants, tu vois. Le cuir est plutôt en bon état aussi, hein, franchement, il n'y a pas de... Ils sont pas mal, les sièges, hein, il faut le dire. Je trouve qu'ils sont d'ailleurs beaucoup mieux que les nouvelles générations de cuir chez Renault. Ensuite, vitre électrique, on peut rabattre les rétros. Les rétros là sont pas électrochromes, alors que là il l'est. Et sur la BM, même les rétroviseurs extérieurs sont électrochromes, d'accord? Vous savez, quand il y a la lumière derrière, quelqu'un qui vous met les pleins phares, vous êtes bien content d'avoir ça. Ça empêche d'être ébloui. Surtout que sur les BM sont très basses, donc souvent les voitures de derrière, vous éblouit parce que forcément leur réglage est plus haut. Alors normalement non, mais c'est dans la pratique en général, c'est souvent comme ça. Le volant, on aime, on n'aime pas le volant. Alors déjà, même l'intérieur complètement, on peut en parler. Donc c'est toujours pareil, les goûts, les couleurs. L'ABM c'est un petit peu moins original, alors que là, ça sort un petit peu plus de l'ordinaire, d'accord. Plastique moussé, qui est bizarre parce qu'il est brillant. Et il fait plastique dur. On dirait vraiment que c'est du plastique dur alors que là c'est du plastique moussé. Donc c'est un peu bizarre. Bon bref. Le système Bose, hein, parce que donc celle-ci c'est pareil, mais on en parlera dans le deuxième épisode. Elle a un système Bose, donc c'est pareil, une option supplémentaire à la BMW. Vous avez le sub derrière, ça je vous l'ai déjà montré. Là vous avez le réglage du régulateur de vitesse et du limiteur, parce que là il y a un limiteur et un régulateur, d'accord? Il n'y a pas qu'un régulateur, ça c'est bien. Moi j'aime bien le limiteur. Je suis l'un des seuls à utiliser le limiteur, mais moi j'utilise beaucoup le limiteur. Le régulateur sur autoroute, mais le limiteur très souvent. Évidemment, les poignées ont été tunés, hein. Ce ne sont pas du carbone d'origine. Un petit effet aluminium qui est ici et qui est ici. Ça c'est plutôt pas mal fait. Je ne sais pas si c'est du vrai, non, c'est du plastique. Le Fort Control a été ajouté, je pense. Ensuite, donc là. Nous avons donc du 12 volts et nous avons, alors là le RCA a été rajouté, mais sinon vous avez celui-ci, d'accord, pour vous mettre en auxiliaire parce qu'il n'y a pas de Bluetooth musique, il y a le Bluetooth téléphone. Frein à main électrique, différence quand même avec la BM, je vous l'ai dit, le régulateur. Et ici c'est tout le pavé de trucs incompréhensibles, c'est pas clair. Alors évidemment quand tu le connais, c'est évidemment que c'est plus clair, ça a été repeint aussi, hein, vous avez dû le voir. Route, map, destination, telle. Je trouve que ça manque le zoom, le back. Bon, c'est vraiment comme ça. Hein. Au feeling, je trouve que ça tombe pas sous le sens. On verra évidemment avec la deuxième épisode après avoir roulé pas mal avec. Pommeau de vitesse, très sympa. En alu, avec la petite partie noir brillant, laqué. Il est très joli ce pommeau. Alors quand il fait chaud, il fait chaud. Et quand il fait froid, il est froid. 12 volts encore ici. Un petit rangement ici, ils ont passé le fil là, donc forcément ça pince un petit peu. Musique, CD radio, là c'est un petit peu plus clair que sur la BM. Enfin, tu as un bouton pour chaque truc, donc c'est pas mal. Ensuite, la clim, pareil que la BM, sauf que là, tu vois, par exemple, si tu veux... Alors, c'est pas pareil que la BM, si tu veux régler les deux en même temps, il faut tirer les deux en même temps. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Sinon, c'est un par un. La clim, la ventilation, bon ça on connaît, tac tac, l'auto. Le soft et le fast, je sais pas ce que c'est, on verra ça au fur et à mesure de rouler avec. Porte-gobelet mon gars, un petit porte-gobelet. Alors la clé ici, mais tu peux la démarrer évidemment en gardant la clé dans ta poche. Ça c'est bien par contre. Le bouton start and stop. Start and stop, oui. Alors c'est pas le... Oui bon, enfin vous m'avez compris. Et on passe sur le GPS. GPS qui n'est pas... alors lui par contre...
Contrairement à la BM, c'était les époques où c'était pas ouf. Et du coup, c'est pas ouf. Vous voyez, c'est pas non plus hyper beau, c'est pas hyper fun, c'est un peu austère, je trouve. Vous avez évidemment tout ce qui est... Alors attendez, que je me trompe pas. Si on met radio, eh ben, normalement, vous avez la radio. Le CD, non, ça se marque juste en dessous, en fait. Là, je suis en mode navigation. Si je mets en back, je ne sais même pas si vous voyez quelque chose à l'écran. Il est tellement peu lumineux, j'ai l'impression. Et là, vous avez les réglages. Reconnaissance vocale, horloge, langue. Bon, ça fonctionne, hein, attention. Et puis bon, de toute façon, les GPS, à partir du moment où la voiture est de 2010, c'est fini. Après, tu ne l'utilises plus parce que ça sert à rien. Le petit... bon, là, par contre, tu es sur la place. Ah, mais il y a un... C'est quoi, ça? Ça doit être le truc GPS, je pense. Ah, il y a peut-être un chargeur de CD, je sais même pas, tu vois. Sinon, voilà, c'est noir. Là, c'est plus comme dans la BM et je trouve que, tu vois, tu perds un petit peu en charme. Alors, le noir, c'est bien, hein, mais le beige, c'est sympa aussi. Le volant, je pense qu'il fait la même taille que la BM, mais je le trouve beaucoup plus imposant. Cette partie-là, elle est énorme. Commande au volant, ici. Donc, je vous l'ai dit, il y a le téléphone, mais pas la musique. Hein. Le téléphone. Et donc là, vous avez le compteur. Et là, par contre, contrairement à la BMW, vous avez une petite jauge de température qui est toujours agréable. La jauge à essence, kilométrage et compte tours. C'est l'inverse dans la BM. Et là, vous avez évidemment tout ce qui est donc la moyenne. La moyenne, elle est complètement gibrée. Hein. Vous avez le kilométrage. Vous voyez, elle a 197 000. À 2000 km près, elles ont exactement le même kilométrage. C'est fou. Pas de message mémorisé, menu de réglage. La pression des pneus, évidemment. Malheur. La révision, elle est faite. Et la moyenne, et la distance, et l'autonomie. Il n'y a plus d'essence, et l'instantané. Vous verrez, on en parlera dans la vidéo d'après, quelques problèmes sur cette auto. Je ne vous en dis pas plus. Le ciel de toit gris, pas de toit ouvrant. Donc voilà, je vous ai dit les rétros. Le petit pédalier en alu quand même. Waouh, ça rigole pas. Pédalier en alu. Là, vous pouvez régler l'ESP. Je pense que ça doit être l'ESP, ouais, c'est ça. Parking, on peut les enlever parce que des fois ils sont chiants. Et puis ça, c'est la lumière des compteurs quand la lumière est éteinte. Les rétros sont rabattables, je vous l'ai dit. Et finalement, en fait, là, il n'y a pas besoin de truc parce que il s'attrape facilement celui-là. Ok. Oh, regardez, magnifique. Pour mettre les cartes, c'est magnifique. Un petit truc que vous savez peut-être pas. Vous voyez, là, il y a une poignée. Sur la BM, il n'y a qu'une poignée devant et il n'y a rien derrière. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est sur les voies. Là, il y a une poignée derrière. C'est sur les voitures typées sport, d'accord, hein, que sur les coupés, ils mettent des poignées. Et là, on est typé sport, donc ils ont mis une poignée. J'ai remarqué ça sur la Focus RS. La Focus RS 3 portes n'a pas de poignée à l'arrière. La Focus RS a des poignées à l'arrière parce que c'est une... Là, pour le coup, c'est une vraie voiture de sport. Alors que la Focus normale, la Focus 1 normale, basique, en 3 portes, elle n'a pas de poignée derrière. J'ai été clair, je ne sais pas si j'ai été clair, mais enfin bon, vous m'avez compris. On va passer derrière, voir comment ça se déroule. Derrière aussi quand même. Donc pareil, hein, ici, vous n'avez pas de montant. Donc forcément, la vitre, elle se baisse un petit peu. Alors, pareil que sur la BM, la poignée, c'est chouette, c'est quand même, c'est sympa. Tu vois, c'est quand même, je trouve, il y a un petit quelque chose dans cette Laguna. Ah, il y a un petit truc, Ah, et là, on est plutôt, on est mieux assis sur la Laguna. Alors, bizarrement, on est plus mou sur le dossier dans la Laguna, pas sur le dossier, sur les fesses, plus dur là, alors que c'est le contraire sur la BM. Mais on n'est pas trop mal assis. Pareil, on peut s'accouder. Puis là, ce qui est bien, c'est qu'il y a les poignées. Ça, c'est cool. Parce que même si on roule pas vite, c'est toujours bien. Oh, magnifique. Je mets mes gobelets. Là, c'est moins beau, par contre. Oh, la vache. Là, mon gars, la qualité laisse tomber. Hein. Là, c'est pas ouf. Hein. Oh, putain, les trucs. Il y a un 12 volts. C'est plutôt pas mal, ça. Ça, c'est cool pour les invités. Et on peut fumer des grandes clopes. Petit rangement à l'intérieur ici. Et puis là, oh, les pieds, ça m'écrase les pieds. Ça t'écrase les pieds. C'est un peu embêtant. Il faut vraiment que le siège reste comme ça, parce que sinon, tu as les pieds écrasés. Bon, enfin bon, après, hein, de toute façon, les places arrière, c'est toujours les mecs qui sont punis ou les copains qui sont moins copains. Tu vois, il y a
Il y a vraiment, comment on appelle ça, tu as plusieurs niveaux dans les potes, et bah, les potes qui sont au niveau bas, bah, ils vont derrière. Et le meilleur pote, best friend, il va devant, quand tu as une coupée. Hein. Donc, bah voilà, c'est bon, derrière, on est pas mal. Je pense qu'on a tout dit. En tout cas, on en a dit pas mal. Je sais pas si on a tout dit, mais on en a dit pas mal. Et derrière, le petite enceinte Bose. Bon, allez, on a fait le tour de ces deux belles petites autos. Ces deux autos quand même différentes. On le verra surtout, je pense, dans la vidéo où on va rouler avec. D'accord, je vais faire au moins 500 km avec les deux voitures. Comme ça donnera vraiment une idée de la voiture. On parlera fiabilité, on parlera annonce Le Bon Coin, donc prix de vente de ces voitures-là. Et puis plein d'autres choses. Si je dois choisir, sans avoir vraiment fait ces 500 km, pour le moment, laquelle choisir? Quelle clé prendre? Je ne sais pas. Quelle clé prendre hein, entre les clés de la BM et les clés de la Renault. Déjà, je veux connaître votre avis, vous, dans les commentaires, d'accord? Vous choisissez laquelle et pourquoi, d'accord? Après, bien sûr, on verra quand on ira faire un tour avec, mais laquelle vous choisissez? Je vais essayer vraiment de m'enlever tout ce que je sais sur elle, parce que je sais des choses que je vous dirai plus tard. Je vais être honnête avec vous, alors ça ne va pas vous surprendre, je vais être honnête avec vous, d'accord? Donc je vais me mettre dans le client potentiel de ces voitures-là. Ce qui va jouer, c'est surtout en fait les moyens, le prix, l'entretien, a priori. Je vais être honnête, hein, vraiment, j'essaye d'être honnête. Je le répète parce que sinon, y en a qui vont me tomber dessus. J'essaye d'être le plus objectif possible et le plus honnête possible. Ça va être surtout une question de moyens. Je pense que, malheureusement pour moi, d'accord, j'achèterais la Laguna. Parce que si je ne connaissais pas BM, comme je le connais maintenant, j'aurais peur de me lancer dans une BMW, déjà de la payer, le coût de l'utilisation. J'aurais eu peur de la chaîne là-dessus, ça on en reparlera aussi. Et je crois que j'aurais pris cette Laguna, comme ça, hein, vraiment sans l'essayer, si je cherchais une voiture. Parce qu'attention, il y a aussi ce fait-là, c'est que quand tu achètes une voiture, tu ne l'as pas forcément essayé pendant des heures. Donc tu l'essayes vraiment, tu vas l'essayer une fois, tu as regardé des vidéos, tu as regardé peut-être cette vidéo-là. Moi je pense que malgré maintenant que je sais que, évidemment, ça c'est top, ça c'est vraiment bien, mais malheureusement j'ai envie de dire, si j'avais pas eu l'occasion d'essayer toutes ces voitures que j'ai essayées, et malheureusement non, je pense qu'elle fait très bien le taf, ben, j'aurais pris ça, j'aurais pris cette Laguna. En étant honnête, ça peut paraître un peu... vous n'allez peut-être pas me croire, il y en a évidemment, de toute façon il y en a, c'est des mauvaises langues, ils vont pas me croire, mais c'est la réalité. Moi j'aurais pris ça, voilà, à une époque j'aurais pris ça, parce que je connaissais pas assez BMW, je me serais dit peut-être bêtement que ça me coûterait moins cher d'avoir une Laguna que d'avoir une BMW en termes d'entretien, même en termes de consommation, bêtement, hein, parce que on verra peut-être que c'est pas du tout le cas. Mais ouais, j'aurais pris cette Laguna, et en plus, regardez, hop, wow, ça éclaire les feux, c'est magnifique. Regardez ça, on peut l'allumer, l'éteindre. Donc ouais, j'aurais pris cette Laguna, que je vais m'empresser d'ailleurs d'ouvrir, de rentrer dedans. D'accord, hop. On démarre. Hop. Le démarrage sans clé, par exemple, toi, c'est un truc tout con, mais c'est un truc que j'aurais pris, que j'aime bien. Je saurais que tu as les trucs dans les poches. Après, clairement, bon. Mais le reste, on verra justement dans le deuxième épisode. Et là, en attendant, je pars avec la Laguna. Et dans le prochain épisode, on verra. Peut-être que je partirai avec une autre. Avec la BM, peut-être. Je ne sais pas. Allez, messieurs, dames, mettez un petit pouce bleu. Je ne vais pas partir pour de vrai. C'est bon, on fait du cinéma. Mais puis de toute façon, elles sont en moi. N'hésitez pas, elles sont en vente. Si vous cherchez ces modèles-là, elles sont en vente. Elles sont dans la description. Vous mettez un petit pouce bleu, vous vous abonnez si vous n'êtes pas abonné. Et surtout, j'ai envie de savoir quel autre comparatif vous aimeriez faire. Alors, soyez sympa avec les budgets. Hein. Essayez de me trouver des trucs un peu, on va dire, acceptables en termes de budget. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a plu.
J'aime beaucoup faire ces petites comparaisons sur des voitures de Monsieur Tout-le-Monde. À la prochaine, à dimanche prochain pour le 2e épisode. Et on verra vraiment laquelle des deux est la mieux.